Alors, je vais introduire le débat en parlant un petit peu du fait qu'aujourd'hui, il est clair que la rentabilité des sites e-commerce se joue sur le terrain de l'optimisation de la communication avec l'internaute. Alors, tout d'abord, pour vendre plus et pour vendre mieux, mais également avec un objectif plus long terme, qui est un objectif qualitatif, c'est-à-dire de plutôt interagir en forme de conseil pour que la visite lui semble plus qualitative et qu'il ait une vision meilleure du site. Aujourd'hui, on peut se poser la question, comment communiquer avec quelqu'un que je ne vois pas, qui vit dans l'instant, et qui va juste laisser des traces techniques sur le site. Alors, en introduction par rapport au sujet qu'on voulait mettre en avant, il y a déjà un sujet qui, alors c'est pas dans l'ordre de la présentation, mais il y a un sujet qui est vraiment la communication temps réel. Alors les personnes qui étaient là aux tables rondes d'hier ont constaté que le temps réel s'est déjà invité dans les discussions qui ont eu lieu hier. On en parlera un petit peu et on mettra aussi en avant un côté innovant qui vient améliorer tout ce qui peut être marketing temps réel online, qui est l'analyse situationnelle et le raisonnement inductif. Alors aussi, ceux qui étaient présents hier ont eu l'occasion d'entendre Jean-Luc Bernard qui a fait une courte introduction là-dessus. Alors le côté innovant fait que la table ronde elle aura une forme un peu particulière, puisque bien sûr, Nathalie et Béatrice vont nous faire des retours d'expérience sur les interactions qu'elles ont aujourd'hui avec les internautes, mais je serai à un moment donné obligé de passer la parole à Jean-Pierre, en espérant que je la récupérerai, pour qu'il en fait, il nous précise un petit peu ce qu'on entend, nous, par analyse situationnelle et par raisonnement inductif. Et après, je pense que le débat va s'ouvrir avec des échanges, questions, réponses autour de ce sujet-là. Donc, je vais peut-être commencer par Nathalie. Bon, si vous pouvez un petit peu nous parler justement des interactions avec les internautes en temps réel et nous faire part un petit peu de ce que vous avez mis en place. Tout à fait. Alors, donc nous, chez BNP Paribas, on a, en effet, on met en place un certain nombre d'actions marketing qui relèvent du marketing situationnel. Voilà, donc là, vous avez la homepage BNP Paribas, où en fait, donc aujourd'hui, c'est un site qui est visité par des clients et des prospects, mais principalement des clients. On a aujourd'hui tous les mois 3,5 millions de visiteurs uniques et quasiment 2,5 millions de clients qui se connectent tous les mois, entre 8 et 10 fois par mois, à leur compte. Donc ces clients ensuite naviguent sur notre site et font un certain nombre d'actions. C'est des clients qui vont consulter leur compte, faire des virements et puis ensuite aller visiter un certain nombre de pages parce qu'ils ont un certain nombre de besoins. Des besoins en termes d'épargne, des besoins en termes de crédit. Et on va identifier ces différents parcours et taguer ces différentes actions. Et en fait, on va être capable de mesurer et d'identifier quel client a réalisé quelle action sur Internet. Donc on sait que le client, monsieur Dupont, s'est connecté tel jour sur son compte et a réalisé par exemple une simulation de crédit conso ou s'est renseigné sur le livret A, par exemple. Ces informations-là, on va les remonter automatiquement en temps réel dans notre base de données marketing. Et ces éléments qui sont présents dans la base de données marketing vont aller alimenter la fiche du client. Donc un client en agence qui est devant son poste de travail et qui reçoit monsieur Dupont, monsieur Durand, voit dans sa fiche client quelles interactions il a eues avec nous, évidemment en agence et au téléphone, mais aussi sur Internet. Et donc nous, ça va nous permettre ensuite, en allant chercher ces éléments dans la base de données marketing, de lier les interactions qu'il a eues avec nous sur Internet avec son profil et avec ses besoins clients. Et du coup, on va être capable ensuite de le cibler et d'aller lui proposer, alors soit des produits, soit des offres qui correspondent à un moment de vie clé ou à un besoin client. Donc là, on a un certain nombre d'expériences et d'exemples qu'on a réalisés. Donc sur la partie client, par exemple, donc là, le hasard fait que je me retrouve en table ronde avec Béatrice Grenade de Voyage SNCF, avec qui on a travaillé l'année dernière pour monter en place un produit qu'on a appelé le compte épargne vacances et qui est donc en partenariat exclusif avec Voyage SNCF. Qu'est-ce que c'est, ce compte épargne vacances? C'est un compte épargne rémunéré
avec des avantages conséquents sur le site voyage SNCF. Donc aujourd'hui, un client qui souscrit exclusivement en ligne un compte épargne vacances, il bénéficie d'une rémunération spécifique sur son épargne et il bénéficie d'un certain nombre d'avantages, des réductions sur le site de voyage SNCF qu'il peut utiliser comme bon lui semble, à volonté dans l'année. Et avec ces avantages-là, avec cette réduction tarifaire, soit il décide de voyager plus loin, plus longtemps, plus souvent, soit il décide de réinvestir cet argent dans ce compte épargne vacances. Donc c'est un produit qui a eu beaucoup de succès. On a doublé le nombre de souscriptions de comptes d'épargne par rapport au compte d'épargne classique. Et alors l'idée, c'est comment on a eu l'idée de développer ce compte d'épargne. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir toutes les informations qu'on avait dans nos bases clients. Et on parlera plus tard de la complexité à analyser différentes données, à les mettre en forme et à se dire qu'est-ce qu'on en fait. Et là, on s'est rendu compte que dans notre portefeuille de clients actifs sur Internet, les dépenses principales de ces clients-là, appétant mon net, étaient des dépenses voyage. Des dépenses qui étaient réalisées principalement sur le site de voyage SNCF, mais aussi sur d'autres acteurs du voyage. Et on a essayé de relier cette information au parcours des clients et à ce qu'ils faisaient sur le site. Et ces clients, c'est les clients qui étaient particulièrement intéressés aux produits d'épargne de bilan. Donc on s'est dit qu'il y avait un intérêt fort à développer un compte épargne vacances et qui allait proposer à ces clients, appétant au net, appétant aux produits d'épargne et appétant aux loisirs vacances, ce type de produit. Et en effet, ça a marché, puisque en termes de souscription, je vous le disais, on a doublé nos ventes depuis le lancement au mois de juillet. Voilà. Donc on a un certain nombre d'expériences. Je vais peut-être passer la parole à Béatrice et après revenir sur les autres sujets parce qu'on en a beaucoup en termes de marketing situationnel. Pour compléter, aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse peut-on mettre effectivement un vendeur sur son site? On a 3 natures d'enjeux qui nous semblent corrélés à la démarche de NetWeb. Le premier, évidemment, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont, c'est comment fait-on pour mieux vendre et donc augmenter le taux de transfo. Évidemment, dans le groupe, on a un site majeur qui est le site de voyage sncf.com où on vend essentiellement des billets de train. Je pense que vous réservez tous vos billets. Mais un des enjeux, c'est évidemment comment fait-on mieux du cross-sell. On pourrait, pour ce faire, utiliser effectivement de la data, ce qu'on fait, avoir des règles d'affichage, ce qui peut être fait aussi. Mais ce qui nous semble intéressant, c'est justement de comprendre, j'allais dire, l'état d'esprit dans lequel peut être un internaute à un instant T, et en fonction de cet état d'esprit, qui peut être déterminé en fonction du surf, de tout un tas de données, d'analyse et de logs sur le site, et donc de pouvoir être plus pertinent dans ce qu'on va lui proposer. Donc ça nous semble quelque chose qui est très intéressant, évidemment en termes de business, mais aussi en capacité à être plus fin dans la nature du push qui est fait sur le site. Un deuxième enjeu, et là qui dépasse peut-être plus la nature du e-commerce pur et dur, c'est la maîtrise de l'information. On a eu ces dernières années, je pense, tendance à beaucoup se focaliser sur cette rentabilité, cette hyper-performance, et donc du coup à driver beaucoup nos internautes sur un tunnel d'achat, j'allais dire pur et dur, et de faire en sorte que plus vite ça transformait, mieux ça transformait, et mieux on se comportait. Et finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a eu tendance en fait à paupériser la relation que l'on a avec nos différents clients, nos différents publics. Et quand on a une marque comme SNCF, évidemment, il y a un enjeu de vente, mais il y a aussi un enjeu majeur de relation et un enjeu majeur d'une capacité à donner la juste information au bon moment. Quand on analyse en fait nos différents sites, on s'aperçoit qu'on a à peu près en fait un tiers des internautes qui viennent avec une intention d'achat, ce qui est déjà effectivement relativement élevé, mais on a 2 tiers qui viennent simplement chercher de l'information. Chercher de l'information soit pour juste un train, ou bien pour préparer un voyage, ou bien pour compléter, savoir effectivement quelle est l'offre, ce qui se passe. Et ça, c'est pas toujours en fait évident quand on est en phase de préparation d'un voyage de trouver la juste information. Pas forcément évident parce que d'abord il y a une grande richesse de l'offre, d'autre part parce que la préparation d'un voyage est un acte qui est très engageant en fait psychologiquement. Il y a une projection de soi, c'est un peu je travaille toute l'année pour pouvoir m'offrir les vacances de rêve, et donc cette surprojection fait que ça augmente ce taux d'implication. Et donc il nous semble encore plus important d'être ultra pertinent et donc de comprendre
au moment où mon internaute arrive sur un de mes sites, quel est son réel besoin et à quel moment de sa préparation il se trouve. Et donc du coup, ce côté compréhension en fait temps réel nous paraît clé, parce qu'évidemment, si j'en suis à J-6 mois de mon voyage, je suis probablement pas avec les mêmes, je n'ai probablement pas les mêmes attentes, les mêmes besoins que si j'ai déjà booké mon billet d'avion ou booké mon billet de train et que je suis simplement en train de compléter parce qu'il me faut un taxi, parce qu'il me faut un hôtel ou parce que j'ai besoin de rechecker que oui, j'avais bien le bon horaire, le bon terminal ou je ne sais quoi. Et donc, cette compréhension de l'attente client nous paraît majeure. Et on sait aujourd'hui que la capacité que l'on a à délivrer la bonne information, au-delà de la bonne vente, est un élément clé de la satisfaction. Et le troisième élément qui nous semble intéressant, c'est justement cette satisfaction client. Aujourd'hui, c'est un élément qui est majeur pour le groupe. Donc, on mesure en fait en permanence la satisfaction client. Elle est étudiée, analysée, triée dans les moindres détails pour savoir si, d'une part, effectivement, nos clients sont satisfaits quand ils visitent nos sites, nos devices. Et donc, ça, on le regarde sur le site majeur, on le regarde sur le mobile, on le regarde en fait sur aussi les sites d'information pour comprendre d'où vient cette satisfaction. Il y a des éléments, on sait très bien en fait que si on les améliore, fine, on les a améliorés, c'est pas pour autant que ça améliore la satisfaction client. D'autres, au contraire, on sait que si on les améliore à minima, à ce moment-là, il y a une élasticité qui est majeure en fait sur l'asset client. Et dans les éléments qui sont majeurs, il y a quelque chose d'un peu vague et pourtant essentiel qui est le plaisir ou la valorisation de l'ego quand j'ai réussi en fait à trouver ce que je voulais. Et donc aujourd'hui, on se dit que pour mieux attacher, avoir une relation plus engageante en fait entre nos internautes et la marque, il est clé justement de pouvoir être ultra pertinent. Et donc du coup, l'analyse en situation en temps réel nous semble en fait un bon axe de travail pour justement répondre à nos internautes et donc être plus précis et retrouver cet enchantement et donc ce plaisir parce que tiens, c'est génial, le truc apparaît presque comme par miracle au moment où je me posais la question. Voilà, donc c'est vraiment ces trois clés-là sur lesquelles on travaille et qui nous semblent pertinents dans la démarche de NetWeb. D'accord, donc là je vais demander un petit peu à Jean-Pierre de nous préciser ce qu'est l'analyse situationnelle, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, qui est un petit peu que tu nous permettes de nous y retrouver par rapport à ce que peut être l'analyse comportementale qu'on a aujourd'hui, et surtout quels apports ça peut avoir. Ça nous permettra à tous de mieux situer le débat, et après je repasserai la parole à Nathalie et à Béatrice pour les échanges autour de ça. Jean-Pierre, tu as la parole. Merci. Oui, donc l'analyse situationnelle, vous avez vu, c'est une dimension à la fois technique, il faut prendre en compte de l'information très rapidement, en temps réel, et des grandes quantités d'informations. C'est aussi et surtout une dimension psychologique. En fait, on s'intéresse à la psychologie de l'individu. On ne traite pas de la donnée pour de la donnée, des critères qui seraient liés à un objet particulier, mais on s'intéresse à la psychologie de la personne. Si on veut faire une petite distinction par rapport à ce qu'on connaît déjà, quand on fait une analyse de profil, c'est déjà bien. On a des informations sur des critères de la personne, sur les produits qu'elle préfère, ses tendances, plutôt senior, plutôt junior, etc. Si on fait une analyse comportementale, on va voir que les gens sont dans des situations différentes. Par exemple, je suis hésitant sur mon clavier, mais c'est peut-être parce que je suis en train de taper quelque chose sur un iPhone dans un train, et donc techniquement, je suis dérangé par mon environnement. Ça peut être aussi de l'analyse conjoncturelle. Lorsque on parlait avec quelqu'un tout à l'heure des phages qui, lors des moments des vacances, il y a des conjonctures qui font que des comportements vont être adoptés, qui vont être différents du reste de l'année. Et il y a quantité d'informations que l'on peut capter et qui, en fait, sont des révélateurs, des indices de quelque chose de plus profond qui est la situation dans laquelle est la personne.
Si je considère, par exemple, un junior qui est en train de faire des achats sur Internet, il va avoir un certain nombre de comportements, un certain profil et un certain nombre de produits qui vont l'intéresser particulièrement. Mais si ce même junior est à côté de son grand-père en train de faire une commande pour lui, eh bien, va y avoir une disjonction entre les produits qu'il recherche, le type de clic, etc., et une incohérence. Et cette incohérence, ce n'est pas de la schizophrénie, c'est simplement parce qu'il y a deux personnes derrière le clavier. Alors, l'analyse situationnelle, c'est rechercher les éléments de psychologie qui vont faire qu'on va pouvoir assez rapidement, avec des indices, imaginer quelle est la situation qui est derrière, c'est-à-dire la plausibilité de ces situations. Je vais vous donner quelques exemples comme ça pour vous montrer qu'avec un seul mot, quelquefois un seul positionnement, on a des différences très importantes. Si je demande dans la salle qu'est-ce que c'est qu'un processus, il y a des gens qui vont me répondre un processus est un enchaînement de tâches, d'actions. Alors c'est vrai, hein, ça c'est vrai. Ces personnes-là ont une psychologie métier. Ce qui est important pour elles, c'est qui fait quoi. Si je leur donne un CV derrière, ces personnes vont regarder la partie compétences. Parce que c'est naturel, c'est leur façon de penser, c'est leur psychologie. D'autres personnes dans la salle vont me dire un processus, c'est quelque chose qui transforme un produit en un autre. C'est vrai aussi. Ces personnes-là ont une approche de la situation qui est plus en termes de résultats. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'on a fait. Et donc, si je leur donne mon CV, ces gens-là vont regarder d'abord les expériences. D'autres personnes dans la salle vont me dire un processus, c'est plutôt un système de régulation de flux. C'est vrai aussi. Et ces gens-là ont un câblage intellectuel qui est plus lié sur la vérification, sur la régulation. Et si je leur donne mon CV, ils vont regarder les entreprises de façon à voir s'ils peuvent appeler quelqu'un pour avoir un retour d'expérience. Tous ces comportements sont tout à fait louables. Il n'y en a pas des meilleurs que d'autres. Ils sont différents parce qu'il y a des gens différents. Et avec un positionnement relativement simple, quelques indices, j'arrive à savoir finalement quelle est la psychologie de l'individu qui est derrière. Et c'est le même cerveau qui va être derrière le clavier pendant toute la période, toute la session en fait que l'on va suivre. Et à partir de là, on peut faire de l'anticipation, on peut prédire. Alors, deux façons de faire. Ou bien on se dit, on va lister toutes les possibilités, et ça devient un travail énorme. Donc tout à l'heure, on a eu un retour d'expérience pardon, sur BNP et SNCF.com. Sur cette logique-là, il y a eu une remarque, une analyse particulière qui a été faite par une équipe. On ne peut pas faire ça sur tous les sujets. Et donc, il faut s'appuyer davantage sur les fondamentaux humains pour pouvoir détecter en temps réel, sur les flux d'informations, les indices qui vont être pertinents et qui peuvent être très peu nombreux. Je vous ai parlé là du processus. Avec ça, j'ai déjà une quantité d'informations. On peut donc recouper ces informations-là par une analyse qui va être une analyse inductive. On va peut-être en parler un petit peu tout à l'heure, qui va nous permettre de traiter le flux dans sa globalité et de dégager les éléments qui vont être discriminants d'une population par rapport à une autre et qui vont être le reflet de situations particulières. Voilà. D'autres points ? Merci Jean-Pierre. Je te propose d'appuyer ce que tu viens de dire sur un exemple. Oui. Donc, que je te permets de commenter, qui va apparaître à l'écran. En fait, on a pris parce qu'en fait, on peut écouter Jean-Pierre des heures, mais à un moment donné, il faut le ramener vers du concret. Oui. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on a pris un exemple d'une situation pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce que dit Jean-Pierre. Donc, voilà, oui, donc une situation que l'on va détecter sur un site marchand, donc un internaute qui va avoir une tendance senior, donc ces domaines d'intérêt en fait en termes de produits sont plutôt des produits seniors. Peut-être que d'autres indices vont être sous-jacents à cela pour le détecter, qui vont être la vitesse, qui vont être le fait qu'il retourne ou pas en arrière, etc. Donc des indices qui vont corroborer finalement cette tendance senior.
On va constater qu'il revient sur le site après une première visite. C'est quelqu'un qui était déjà venu, on a cette information. Il est stable sur une catégorie enceinte, donc ça c'est un constat. À un moment donné, il recherche des éléments autour de cette catégorie. Il est sélectif sur le haut de gamme, c'est-à-dire que ce qu'il regarde, même s'il a vu une ou deux choses différentes de cette catégorie, c'est toujours sur le haut de gamme. On sent qu'il est influençable parce qu'on lui fournit de l'information et il réagit à cette information, au moins en capture de l'information, en consultation. Nous sommes le dimanche en fin de matinée, c'est un élément conjoncturel. On peut même savoir que le dimanche en fin de matinée, à l'endroit où il est, il fait beau ou il pleut. On est en période de faible affluence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément énormément d'autres internautes sur le site. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Lorsque l'on met un vendeur dans un magasin, il se comporte en fonction de l'affluence qu'il a. Et on peut reproduire ce même mécanisme, c'est-à-dire si on a une capacité de traitement à un moment donné avec un ensemble de serveurs qui sont installés et que l'on est en faible affluence, eh bien on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'analyse des informations que l'on capte et acquérir énormément d'expérience de ces périodes-là, comme va le faire le vendeur physique dans le magasin. En revanche, quand on va être en forte affluence, eh bien, on va peut-être aller à l'essentiel, se concentrer sur les éléments les plus pertinents et, disons, capitaliser sur ce que l'on a déjà acquis les instants précédents. Donc là-dessus, on voit des éléments de tracking qui sont liés à la navigation, la stabilité, la sélectivité, des éléments de tracking qui sont plus liés au profil, tendance senior, des éléments de tracking qui sont liés sur l'approche, comment j'arrive sur le site. Là, c'est retour sur une première visite, ça peut être par un moteur de recherche, ça peut être par pas mal de choses. Des éléments de sensibilité, la personne est influençable. On voit des éléments de temporalité, dimanche en fin de matinée, des éléments d'essentialité, la faible affluence. Vous voyez, avec une description comme ça, on a déjà quantité d'informations. Alors, c'est sûr, on ne va pas lister toutes les possibilités. On a des moyens de capture, des indices qui nous arrivent à un moment donné sur un processeur. Ces indices sont en vrac, ils sont plus ou moins étalonnés, ils sont plus ou moins vrais parce qu'ils peuvent être fournis directement par l'internaute qui a déclaré dans son compte un âge qui n'est pas le sien, n'importe. Mais avec ces indices-là, on va traiter cette globalité de l'information de façon à caractériser la situation et pouvoir derrière faire un traitement en matière de fourniture d'informations complémentaires, recommandations de produits, conseils, etc., qui va être en phase, qui va être fluide par rapport à la situation de la personne. Merci Jean-Pierre. Donc après, Nathalie nous parlait un petit peu de tags. D'accord, je pense qu'en fait, on est dans la même famille de vous capter des caractéristiques. Oui, tout à fait. Alors nous, on capte un certain nombre de caractéristiques dans la navigation de nos clients. Et par exemple, par rapport à ce qu'expliquait Jean-Pierre, on peut traquer par exemple le comportement d'un client qui est déjà en relation avec nous sur un crédit à la consommation, par exemple. Quand on voit qu'il arrive sur la fin de son crédit consommation et qu'on met en parallèle l'activité qu'il a sur le site en fonction de ce qu'il fait, c'est-à-dire il peut soit effectuer à nouveau une nouvelle simulation de crédit à la consommation alors qu'il en a déjà un. Ben là, on peut se dire qu'il a à nouveau un besoin. Si par exemple, il avait fait un crédit à la consommation pour sa voiture et qu'il refait une nouvelle simulation, c'est peut-être qu'il a envie d'en changer et de prendre un nouveau crédit. Là, on va du coup plutôt le solliciter sur cet axe-là et sur ce produit. Si en revanche, ce client qui est plutôt un client crédit et qui arrive sur la fin de son crédit va plutôt aller voir des pages épargne, on va se dire que ce client qui est en fin de remboursement, il a de nouveau une capacité d'épargne et plutôt que d'aller le recibler sur un nouveau produit de crédit, on va plutôt aller le cibler sur un produit d'épargne parce qu'on sait que son besoin a changé, qu'il en a un autre et que du coup, on va être plus pertinent là-dessus. Donc c'est vrai que là, on va vraiment, nous, toujours travailler sur le site, sur l'analyse de ces profils, de la navigation, de la sensibilité des différentes personnes. Alors on est moins en temps réel, parce qu'on va analyser ces données-là dans la journée et on peut après agir soit le jour d'après, soit dans la semaine, ou soit dans le mois d'après. Tout dépend en fait du profil du client et des besoins qu'il a exprimés aussi dans sa fiche client.
En revanche, après, tout ce qu'on vous parliez de psychologie et de comportement en fait derrière, nous, on va vraiment s'attacher sur le site à avoir une interaction en temps réel avec le client sur tout ce qui est besoin et questionnement du client sur le site. Donc vous parliez, Béatrice, de satisfaction de client, c'est quelque chose sur lequel on est également, nous aussi, très attachés. On vient d'être récompensé là récemment du trophée Caliweb. Voilà. Donc, merci. Ça récompense en fait tout le travail des équipes qui travaillent depuis maintenant 2 ans à l'amélioration de la satisfaction client et à faire évoluer cette relation client pour avoir de plus en plus de qualité dans nos rapports aux clients. Alors là, c'était la partie email qui était traitée avec beaucoup plus d'exigence et beaucoup plus de rapidité. Avant, on traitait les emails en 48 heures. Aujourd'hui, ça n'est plus entendable. Un client qui envoie un email le soir de chez lui sur son iPad à minuit, il n'a pas envie qu'on lui donne une réponse dans 48 heures. Il a envie que le lendemain matin, quand il se lève à 8 heures ou quand il arrive à 9 heures au bureau, il ait sa réponse. Donc on va travailler de plus en plus sur cette partie de temps réel. Et sur le site, en fait, nous, on croit beaucoup, encore une fois, à la relation humaine sur le site, à la réponse en temps réel, plutôt que, par exemple, faire intervenir un agent conversationnel qui pourrait accompagner l'internaute et lui donner des clés de réponse. On va mettre, nous, tout au long du parcours client, des conseillers qui en fait sont derrière, c'est des conseillers qui sont des plateformes spécialisées ou des agences qui vont répondre de façon très précise et en temps réel à un besoin client. Donc un client aujourd'hui qui navigue sur son site, qui va sur une page épargne ou une page crédit immobilier, qui a une question bien particulière, il va en temps réel appeler le conseiller et lui poser des questions et avoir ses réponses instantanément. Alors soit via le chat, parce que là on a des équipes qui travaillent aujourd'hui sur cette partie-là et on a branché du chat sur différentes pages de nos sites, donc à la fois sur nos pages de formulaire pour aider le client ou le prospect à l'accompagnement du remplissage du formulaire, ou sur certaines fiches produits quand le produit est complexe et qu'on a besoin d'un accompagnement spécifique. Donc là encore, on s'attache particulièrement à être au plus près des attentes clients et être au plus près de ce besoin d'instantanéité pour comprendre aussi le psychologique qu'il y a derrière. Parce que ce que vous disiez, le client peut avoir un certain comportement sur le site qui peut parfois ne pas refléter son besoin et ce qu'il a vraiment envie de faire. Et c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, il va faire un certain parcours, puis finalement, ce n'est pas ce qu'il avait envie de faire, et donc il va contacter un conseiller ou un expert, il va là lui exposer son problème et on va se rendre compte qu'un client qui, par exemple, naviguait sur des pages d'épargne, finalement, le besoin qu'il avait, c'était plutôt un crédit immobilier et faire une SCPI. Alors oui, c'est de l'épargne, mais c'est aussi du crédit immobilier. Et donc, du coup, on va répondre de façon plus précise à son besoin. On fait de la visio aussi, par exemple. Et donc, du coup, ça nous permet, en fait, en temps réel, d'avoir cet expert en face. D'accord. Puisqu'on parle de temps réel, on va faire un focus sur ce dont on avait parlé un petit peu hier. On avait cité Chris Anderson, parce qu'en fait, on confronte souvent le temps réel avec la problématique que l'on a aujourd'hui du big data, c'est-à-dire comment faire du temps réel avec la masse de données que l'on récolte aujourd'hui à travers tous les canaux et tous les types de navigation ou d'informations que l'on reçoit. On a parlé hier de la quantité de données qui se multipliait de façon exponentielle. On parle de zettabytes, c'est énorme. Et on prévoit qu'en 2020, on va multiplier par 35 le nombre de données qu'on utilise actuellement. Alors ça, pour moi, c'est une donnée importante, c'est-à-dire que je vais poser une question à Jean-Pierre et après je vais vous faire réagir. Puisqu'on a besoin de temps réel et qu'il y a un ensemble de marqueurs qui sont sur le site, est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu comment est géré le temps réel par rapport au niveau de complexité de la donnée? Oui, tout à fait. On a vraiment des volumes qui deviennent extrêmement importants, même sur des temps très très courts. Nous avons fait une nouvelle unité de mesure qui est le TIVS, le Tera indice visite par seconde, c'est-à-dire en fait la grande quantité d'informations que je vais avoir et qui va caractériser tous les internautes qui sont connectés à un moment donné, plus des informations que j'ai glanées sur la conjoncture, sur tout un tas de choses. Tout ça, ça représente des
téra, c'est-à-dire des millions de millions d'informations que l'on doit traiter en une seconde. Alors, pour rester dans des logiques économiques acceptables, on ne peut pas naturellement chercher l'exhaustivité. Il va falloir se concentrer là aussi sur l'essentiel. Et pour cela apparaissent comme évident aujourd'hui, d'ailleurs Chris Anderson nous le signale, les techniques d'induction. Alors ça tombe bien, ça fait des années qu'on fait ça, nous. L'induction, en fait, l'homme naturellement en fait, hein, vous en faites 95% du temps, quelquefois même, vous utilisez une expression « j'en déduis que », mais vous faites une induction. On ne sait pas forcément ce que c'est parce qu'on ne nous l'a pas enseigné. En fait, on est dans un système qui est très axé sur des démarches cartésiennes, déductives, qui sont très bien lorsqu'on est au tableau et qu'on explique quelque chose, on déduit de choses déjà connues pour expliquer, ça va très très bien. Mais dans la vie courante, ça ne marche pas. Quand je traverse une rue, je ne peux pas faire de déduction. Parce que si je commençais à faire ça, il faudrait que je prenne les vitesses de tous les véhicules, des piétons, etc. Et ben, je serais en train de calculer encore sur le trottoir et je ne serais jamais arrivé ici derrière ce micro. L'homme, heureusement, a une capacité de traiter l'information dans sa globalité de façon inductive, c'est-à-dire qu'il va généraliser à partir d'exemples relativement faibles, petits, des signaux faibles qu'il a détectés. Il va s'appuyer sur une approche globale de ces informations et il va pouvoir ainsi induire finalement quelque chose qui est lié à l'avenir, à ce qui va se passer. Et à partir de là, il va prendre une décision. Pour savoir, si vous voulez, si vous adoptez des raisonnements déductifs ou inductifs, j'ai un exemple simple. Je prends mon téléphone, je le pose sur la table et je vous demande pourquoi est-ce que ce téléphone est sur la table. La plupart d'entre vous vont me dire parce que vous l'avez posé. Et ça, c'est vrai, mais c'est tourné vers le passé. C'est-à-dire que c'est une logique justificative qui consiste à regarder dans les vieilles données les éléments qui permettent d'expliquer qu'à un moment donné, on a ce téléphone sur la table. Oui, c'est bien, mais ça ne sert à rien finalement, parce que bon, c'est une exploration du passé. Une logique inductive va être de dire ce téléphone est sur la table parce que vous attendez un appel, parce qu'on peut téléphoner, parce que, etc. C'est-à-dire qu'elle est tournée vers l'avenir, vers ce que l'on peut induire, aller dans l'avenir comme étant plausible par rapport à la situation que l'on constate. Eh bien, ce sont ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes humains relativement simples, mais des algorithmes qui, effectivement, sont peut-être un peu plus compliqués, qui nous permettent, à partir de certaines situations, d'imaginer quelles vont être les situations qui vont en découler, qui sont dans le champ des plausibles, quelles sont les actions que va faire la personne, la façon dont elle va réagir quand on la placera dans une situation particulière ou une autre. Et donc ça, on est capable de le faire en temps réel, c'est-à-dire dans des temps extrêmement courts, parce que l'internaute, bien sûr, quand il a un compte chez BNP Paribas, très bien, il reviendra certainement demain. En revanche, quand il est sur le site en train de prendre des informations ou de chercher un certain nombre de produits et qu'il va partir et qu'il ne reviendra peut-être pas, eh bien, il faut le capter dans ce temps-là. Et il n'est pas question de lui renvoyer un mail demain. On n'a pas son adresse email. Donc, il va falloir être dans l'instantanéité, comme le fait le vendeur dans le magasin. Et on va reproduire ces mêmes mécanismes humains, finalement, dans une machine, avec l'expérience que va pouvoir faire cette machine en analysant le maximum d'internautes qui sont déjà présents et qui contiennent finalement toute l'information dont on a besoin, qui est celle que capte le vendeur quand il observe les façons dont les gens achètent. Voilà. Okay. Merci Jean-Pierre. Bon, par respect pour les autres tables rondes, le temps nous est compté, au moins sur la table ronde, donc il va nous rester 5 minutes. Je ne sais pas si Béatrice voulait réagir par rapport au temps réel, par rapport à Voyage SNCF. Si ce qui m'intéressait, c'était la notion de big data. On est exactement en fait confronté à ça, à ce phénomène d'infobésité. Et donc le sujet, comme je disais, c'est oui pour le vendeur sur le site, mais pas uniquement dans cet objectif d'améliorer systématiquement le taux de transfo, mais plutôt dans la capacité que l'on a à délivrer la juste information. Et nous, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus compliqué
avec des règles a priori, de délivrer cette bonne information, parce que les informations que l'on a en stock sont pas forcément pertinentes pour la situation dans laquelle est mon internaute à un instant T, parce que la personne que je suis le matin et la personne que je suis le soir, certes est la même, mais pas forcément avec les mêmes attentes. Et donc c'est vraiment cette notion-là d'être pertinent au bon instant qui nous paraît clé et sur laquelle effectivement on aimerait être plus pertinent. Merci. Donc, quelques questions. Oui, Merci oui. en tous les cas pour l'équilibre entre la partie théorique et la partie très pratique, les cas et en même temps... oui, la forme de la table ronde, comme il y a l'innovation, faisait qu'on devait mixer le retour d'expérience avec les explications. Merci pour ça. Alors peut-être quelques questions dans la salle, c'est un sujet passionnant. Allez. Une ou deux? Une. Zéro? Ok. Si, Ah, voilà. On va vous donner un micro, monsieur. Bonjour, moi c'est Legend. Je m'interrogeais par rapport aux problématiques de protection de la vie privée et savoir ce que, comme annonceur, on doit anticiper par rapport à ces choses-là. alors, la question est très bienvenue parce qu'en fait, bon, vous savez tous d'ailleurs, puisque vous y faites référence, que la gestion des cookies est en train d'évoluer, qu'il y a une directive européenne qui est sortie où on va devoir demander l'autorisation à l'internaute pour pouvoir héberger ses cookies. C'est-à-dire qu'on on va aller au-delà de la gestion qu'il a aujourd'hui de son propre navigateur. Alors, nous, l'analyse situationnelle est à l'abri de ça, puisqu'en fait, l'analyse situationnelle va intervenir avec l'internaute sur le site. C'est-à-dire qu'une fois que l'internaute est sorti du site, on peut bien sûr le marquer par des cookies, comme le font beaucoup de techniques aujourd'hui pour essayer de consolider des informations entre plusieurs visites. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y aurait qu'une visite. Ce qui intéresse ce type de technologie, c'est qu'il va de toute façon être dans une situation donnée. Et je dirais même qu'au cours d'une visite, il peut passer par plusieurs situations. Et ce que fait l'analyse situationnelle, c'est toujours essayer de voir à un moment donné quelle vision a l'internaute du site. C'est-à-dire, il peut très bien arriver sur un site en essayant de faire une bonne affaire. 10 minutes après, il s'aperçoit qu'il y a sa marque préférée sur le site. Il va complètement changer de comportement parce qu'il est dans une autre situation. Donc, par rapport à la vie privée, en fait, il n'y a rien qui sort du site et il n'y a rien qui est conservé en dehors de la situation. Enfin, il n'y a rien qui pourrait être conservé au-delà d'une visite. Alors, on le fait bien sûr parce qu'il nous intéresse vraiment de pouvoir tracer le client sur plusieurs visites parce que ça permet un petit peu d'avoir une vision dans l'histoire de ces visites et l'évolution de ses comportements. Ok. Une question ici à gauche, monsieur. Bonjour, c'est une question pour Madame Lamy, de la BNP. Aujourd'hui, on est à l'EBG, donc l'Electronic Business Group. On est plus ici dans le cadre du self-service sur Internet. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez mis des humains sur votre site Internet pour faire de l'assistance live. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est avez-vous mesuré votre retour sur investissement en mettant des gens derrière votre site Internet en fait? Alors, c'est intéressant en effet comme question. Le retour sur investissement en termes de commerce, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mesuré. En revanche, il y a un vrai retour sur investissement en termes de satisfaction client. Puisque là encore, comme chez Voyage SNCF, on mesure nous aussi très régulièrement la satisfaction des clients et ce que ressentent les clients sur leur expérience client sur le site, sur leur messagerie sécurisée et sur tout ce qu'on peut leur proposer en termes d'offres, mais aussi d'expérience client. Et donc, on se rend compte que c'est quelque chose qui répond à des besoins très importants, à la fois de la part de nos prospects, mais de la part de nos clients, et qui nous permettent en fait d'aller plus loin dans cette expérience. C'est-à-dire qu'un client qui va arriver sur le site et être mécontent, par exemple, et nous poser des questions sur des problèmes techniques sur le site ou sur des dysfonctionnements, quelque chose qu'il a moins bien compris, par la réponse en temps réel et par cet apport de l'humain, on va réussir au final à répondre à son besoin et soit à juste répondre à sa question et voilà, le client est reparti satisfait et il reviendra peut-être, soit au final à répondre à sa question pour lui vendre quelque chose qui répondait également à son besoin. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui, en termes de retour sur investissement, aujourd'hui par rapport à nos critères, nous va bien. Voilà. Et c'est des équipes, encore une fois, qui grossissent de plus en plus. Pardon.
C'est-à-dire que ça fait 2 ans maintenant qu'on investit beaucoup sur la relation client. On est présent et on le fait sur le site, mais aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Et c'est quelque chose qui est vraiment exponentiel. Donc, ça ne le serait pas si le retour sur investissement n'était pas intéressant pour nous. Merci pour la réponse. Ça fait de l'emploi en plus. Oui. Exactement. Une dernière question. J'ai vu une main se lever là-bas. Non. OK. Pas d'autres questions. Eh bien, merci en tous les cas. Merci à vous.